Oui, bonjour. Auriez-vous un contre-exemple à la malédiction des matières premières? Alors, il y en a... il y en a quelques-uns, mais ils sont plus des exceptions qu'autre chose. Alors, vous avez un contre-exemple admirable qui est la Norvège. Puisque la Norvège a su isoler... Parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire quand vous avez une matière première, la gestion de la rente, c'est d'isoler totalement cette rente du reste de l'économie. Ce qu'ont fait les Norvégiens, ils ont créé un fonds pour les générations futures qui a été très bien géré, qui dépasse aujourd'hui les 1000 milliards de dollars. Néanmoins, parce que en fait, dans la malédiction des matières premières, il y a deux dimensions. Il y a une dimension purement économique, puis il y a une dimension politique. La dimension purement économique, les économistes l'appellent le mal néerlandais, the Dutch disease. Tout simplement parce que ça avait été identifié par un des premiers prix Nobel d'économie qui s'appelait Jan Tinbergen, qui était un néerlandais, et qui avait analysé l'impact de l'exploitation du gaz de Groningue sur l'économie néerlandaise au début des années 60. Et il avait montré que cette manne tombée du ciel avait tellement perturbé les circuits économiques, etc., que ça avait provoqué une récession de l'économie néerlandaise. Donc c'est la Dutch disease, et donc ça, les économistes savent le mesurer. Moi, je vais beaucoup plus loin, et pour moi, je compare les matières premières à une sorte de drogue. Vous savez, quand les cyclistes font les cols alpins, bon, je ne sais pas si M. Rodrigues et Primoz machin est dopé ou pas, mais c'est difficile à passer, on se dope. Donc on injecte dans son budget quotidien la rente que l'on est censé garder pour les générations futures. Le problème, c'est quand il n'y a plus de rente, on n'arrive plus à monter l'école. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Algérie de Bouteflika, dont nous fêtons, entre guillemets, le décès la nuit dernière. Alors, des contre-exemples, il y a la Norvège. Mais la Norvège, est-ce qu'on peut dire que nous sommes tous des protestants norvégiens légèrement austères? C'est pas évident. De manière plus sérieuse, il y a le Chili, et le Chili a très bien géré la rente du cuivre. Alors ça écorche un peu la gorge parce que ça a été un système monté par l'administration de Pinochet, dans lequel ils avaient totalement mis de côté la rente du cuivre dans un compte spécial de la Banque centrale chilienne, et qui a permis de faire du soutien de l'économie à contre-conjoncture. Vous avez un autre exemple qui est la Malaisie. La Malaisie, moi la première fois que j'y suis allé, c'était le sortilège malais, c'était caoutchouc éteint et un peu huile de palme. Aujourd'hui ça représente pratiquement plus rien, et ils ont réinvesti finalement la rente dans d'autres activités. Et il y a un pays africain qui n'a pas trop mal géré ça, c'est le Botswana, en gérant la rente du diamant. Mais ce sont les quelques très rares exemples. Et pour le reste, malheureusement, je n'ai plutôt que des histoires d'échecs. Moi, ça va être très simple. Je suis gourmande et vous n'avez pas parlé du chocolat. Eh bien, écoutez, il se trouve que malheureusement, la production cette année est plutôt bonne, et deux, les Chinois ne mangent pas beaucoup de chocolat. Et donc, de toutes les matières premières, effectivement, vous avez raison, le cacao est un des seuls produits dont le prix n'a pratiquement pas bougé. Il y a eu un moment de folie sur le cacao il y a quelques années où on s'attendait à ce qu'il y ait une croissance considérable de la demande en Asie. Ça n'a pas eu véritablement lieu. Et au contraire, notre consommation de cacao reste à peu près stable. Elle se différencie. Nous allons plus, dans un certain nombre de cas, vers des cacaos fins, etc. Mais pour le reste, comme on n'a pas eu de catastrophe climatique ni autre majeure, eh oui, pratiquement de toutes les matières premières ces 2 dernières années, le cacao est une de celles qui
qui n'a pratiquement pas bougé et qui reste bon, à des niveaux relativement corrects. Mais là encore, hein, quand je citais la malédiction des matières premières, alors c'est moins vrai pour les produits agricoles, même si c'est le cacao qui a financé la guerre civile en Côte d'Ivoire. Voilà, bonjour, je vis au Portugal et je sais qu'à Saint-Thomé-et-Principe, ils ont trouvé des réserves de pétrole assez importantes et il m'a été dit que la population a refusé la prospection. Ah ben voilà des gens intelligents. Ouais. Non mais bon, à la limite, aujourd'hui, oui, vous aviez eu une très belle histoire, un des pays africains qui s'en était le mieux sorti, parce qu'il a eu la chance d'avoir un dirigeant assez remarquable, c'était le Ghana. Le Ghana, pendant longtemps, a été dirigé par le Flight Lieutenant Jerry Rawlings, qui est mort l'année dernière. Et Rawlings bon, ils avaient hérité quand même d'un pays qui était assez bien structuré par la colonisation britannique. Et notamment, ils avaient gardé un monopole du marché du cacao, qui s'appelle le Cocoa Board, et qui gérait ça de manière remarquable. Et le Ghana a profité un petit peu des problèmes ivoiriens, et à un moment donné, c'était quasiment devenu une des vitrines de la Banque mondiale en Afrique. Le drame a été qu'on a découvert du pétrole au Ghana. 5 ans plus tard, le Ghana toquait à la porte des institutions de Washington pour demander des prêts d'urgence. Ils étaient au bord de la cessation de paiement. Et malheureusement, l'argent du pétrole avait corrompu le pays. Alors Sao Tomé, on en parlait parce que ça a été aussi un excellent producteur de cacao. Le cacao de Sao Tomé était des cacaos particulièrement fins. Oui, ça demande une certaine intelligence, mais vous voyez, le gouvernement français a fait la même chose pour les Landais. Voilà, donc voilà, vous êtes sauvés. Mais je me souviens qu'à un moment, j'intervenais sur Radio France Outre-mer, et c'était le moment où il y avait des permis, semble-t-il, assez prometteurs sur du pétrole au large de la Guyane. Et alors les Guyanais disaient « Ah mais c'est merveilleux, on va pouvoir... Bon, je leur disais « Attention, le problème ça va être celui de la rente. » Il se trouve que je suis intervenu pour toujours la Guyane sur le projet de mine d'or, de montagne d'or. Alors, dont j'étais partisan. Et parce qu'en fait, il faut se rendre compte qu'en Guyane, il n'y a rien. Le projet se trouvait dans la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni. Saint-Laurent-du-Maroni, vous êtes à 35% de chômage et à 55% pour les jeunes. Il n'y a rien. Alors, le projet créait quand même 3000 emplois, permettait éventuellement de faire un exemple de ce qu'aurait été une mine bien faite en termes de développement durable, de respect de l'environnement en France, puisque la Guyane c'est la France. Et je me souviens de discussions avec le président de la région Guyane, auquel je disais, mais attention, parce qu'il commençait à dire, ah ouais, avec tout l'argent qui va venir, etc. Donc j'ai dit, écoutez, ce qu'il faut, c'est que vous soyez capable de gérer la rente. C'est-à-dire que vous mettiez tout l'argent de côté et que vous ne le claquiez pas immédiatement. Parce que si vous le claquez, ça durera qu'un moment. En plus, ce n'était pas une rente énorme. Il faut que vous arriviez à faire un matelas. Et puis à partir de ce matelas, le modèle du fonds norvégien. La question ne s'est pas posée puisque, pour répondre à des soucis électoralistes, et contrairement à ses premières promesses, le gouvernement Macron a pratiquement sabordé le projet Montagne d'Or. Mais ça représentait 3000 emplois. Donc c'est jamais totalement évident, mais c'est vrai que dans un certain nombre de cas, il faut se dire que ni la mine ni le champ de pétrole ne sont des facteurs de développement économique. Ça, il faut l'accepter quand même. Parmi les exceptions à la bénédiction des matières premières, est-ce qu'on ne peut pas citer
les pays développés, comme l'Angleterre, l'Allemagne, la France, qui à partir de charbon et du fer ont commencé leur développement. Ouais. Alors, non, je l'achète pas vraiment. Oui, il y a eu le charbon. Le fer s'est assez rapidement révélé insuffisant. Je vous rappelle que c'est le capitalisme anglais qui développe les mines de fer de toute la région de Bilbao et qui exporte, quand vous allez faire les Trois Couronnes par exemple, les Peñas de Haya, vous avez encore le Castillo de Ingles qui était la maison du maître de mine de fer, et ce fer sortait de Passares pour aller se faire transformer au Royaume-Uni. Oui, alors c'est vrai qu'il peut y avoir un petit bémol. En réalité, quand on regarde bien ce qui est à la base du développement, c'est avant tout, je dirais, le développement de la petite industrie. La véritable industrie industrialisante dans l'histoire, ça a été le textile. Et le textile dont les matières premières étaient importées. Qu'est-ce qui fait la richesse du Royaume-Uni, puis des Vosges, bon, c'est quand même le développement, puis du Japon, c'est le développement de l'industrie textile. Et d'ailleurs, c'est la délocalisation du textile qui va marquer la première phase de développement des dragons, puis des tigres asiatiques. Alors, vous avez raison en ce sens que, oui, il y avait du charbon, donc il y avait de l'énergie. Ça, je suis d'accord. Mais ça a été... le fer au Royaume-Uni a été très vite épuisé. Le coton était importé. Ce qui a fait le développement et ce qui fait la révolution industrielle anglaise de la fin du XVIIIe, c'est l'invention des machines textiles, la mule Jenny et autres machins de ce genre. C'est ça. Alors, certes, il y a la machine à vapeur, certes, il y a ensuite les premières locomotives, etc. Mais globalement, le fait d'avoir les pays producteurs de matières premières ont bien souvent quand même été plutôt handicapés, ont exporté ces matières premières, sachant que de toute manière, la valorisation des matières premières n'est pas forcément la bonne stratégie. J'ai fait un débat il n'y a pas très longtemps avec, alors je ne sais pas où il est celui-là maintenant, le Premier ministre de Guinée il y a 6 mois, alors je ne sais pas dans quel état il se trouve, et qui me disait « Ah, mais nous allons à partir de la bauxite produire de l'aluminium ». C'est à peu près absurde. Il n'y a déjà pas suffisamment... Enfin, ils ont un potentiel hydroélectrique énorme. Mais déjà, à Conakry, vous avez pratiquement tous les 2 jours des coupures d'électricité. Donc, et je ne suis pas sûr qu'il y ait une valeur ajoutée considérable à passer d'une matière première à une autre matière première. Monsieur le professeur, vous avez tellement parlé d'instabilité que j'aimerais savoir si vous avez des théories sur la régulation. Alors, ça dépend comment vous traduisez régulation. Regulation, en anglais, ça veut dire avoir des règles du jeu qui soient claires. Un marché régulé, en anglais, c'est un marché où l'on sait exactement quelles sont les règles, comment se forment les prix et comment... et que tous les acteurs sur le marché aient accès au même moment à la même information. Ça, c'est regulation. En français, régulation, on traduit par stabilisation. Et ça a été... je me souviens, à l'époque où la France présidait le G20, ça devait être en 2010, Bruno Le Maire avait pris le dossier agricole, il était ministre de l'Agriculture, et les agriculteurs disaient il faut réguler les marchés agricoles. Mais eux, ce qu'ils entendaient par réguler, c'est les stabiliser. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, le retour à la stabilité est à peu près impossible. Je continue quand même à penser
que nous avons la mère de toutes les instabilités. Il ne sert à rien de chercher à stabiliser si vous n'êtes pas capable de régler la mère de toutes les instabilités, c'est-à-dire l'instabilité monétaire. Bon, puisque tous les produits dont je vous ai parlé sont cotés en dollars. Mais le dollar est lui-même instable. Et l'ambiguïté du dollar, c'est qu'il est en même temps la seule unité mondiale dans laquelle se mesure toute chose, tout homme et toute marchandise, mais il est en même temps la monnaie des États-Unis, ce qui leur donne un droit de cuissage sur l'économie mondiale tout à fait considérable et éhontée. La première des régulations, la première des, je dirais, des grandes réformes, ce serait peut-être d'arriver, alors là, au rêve de Keynes, c'est-à-dire une monnaie mondiale. Et ça, on n'y est pas arrivé. Et entre nous, ce n'est pas les bitcoins et autres Ethereum qui sont des sortes de pyramides de Ponzi qui m'excitent beaucoup là-dessus. On a imaginé que le DTS, le droit de tirage spéciaux du FMI, pourrait en être un. Je n'y crois pas non plus. Donc, pour l'instant, finalement, le monde est extraordinaire. Et ça, le 15 août 1971, Bretton Woods disparaît. Imaginez qu'à ce moment-là, mais je me souviens l'avoir raconté, quelques années plus tard, participant à un colloque, j'avais osé proférer la chose que, 1, on ne reviendrait plus au change stable, et que 2, un jour le pétrole serait instable. Et je me souviens qu'il y avait, ça devait être après 81, on avait hérité à Dauphine de quelqu'un qui avait été un ministre du gouvernement Barre, qui était un X-mine, donc qui regardait les autres avec tout le mépris qu'ils peuvent avoir pour tous les analphabètes, et ça commence très, très vite, les analphabètes pour eux. Je me parlais d'André Giraud. Et André Giraud me disant, mais Chalmin, petite chose, hein, Chalmin, mais comment pouvez-vous dire des choses comme ça? Jamais l'économie mondiale ne supportera l'instabilité du pétrole, l'instabilité des changes. Alors, l'extraordinaire, à l'époque, il n'avait pas totalement tort. L'extraordinaire, c'est que l'économie mondiale, elle a bâti, on a bâti des instruments pour gérer cette instabilité, et qu'aujourd'hui, vous êtes tous habitués, quand vous achetez vos pompes à chaleur au Japon ou en Corée, eh ben, vous les achetez sur des bases de dollars, et vous courez un risque dollar-euro que vous couvrez ou que vous ne couvrez pas, et finalement, on a appris à vivre avec. Donc, je pense quand même que ce serait mieux d'arriver à une monnaie mondiale qui ne soit pas la monnaie d'un espace. J'aurais tendance à penser que l'avenir, ce sera une sorte de trilogie dollar, euro et yuan. Mais le yuan, pour l'instant, n'est pas une devise puisqu'il n'est pas librement convertible. Et ça n'intéresse pas les Chinois d'être librement convertible parce que les marchés pourraient à ce moment-là dire le roi est nu. Ça, ce serait quand même un peu gênant. Surveillez, by the way, l'actualité. S'il y a vraiment la faillite d'Evergrande, ça va être sismique sur la finance chinoise. Car s'il y a une chose qui est dramatique en Chine, c'est le montant des créances douteuses de l'appareil bancaire. Et ça, alors on met la poussière sous le tapis, mais un jour, ça finira par sortir. Donc la prochaine crise, elle peut quand même venir de Chine, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais bon, au-delà de tout cela, oui, combien de fois m'a-t-on dit il faudrait qu'on arrive à stabiliser les prix agricoles mondiaux? Ouais, je veux bien, mais c'est à peu près impossible. C'est à peu près impossible parce que j'ai toujours ce problème. On a eu d'ailleurs, alors ça c'est l'histoire ancienne, dans les années 70, une agence des Nations Unies qui s'appelait la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED, avait, en 1900, la 4e CNUSED à Nairobi en septembre 1976, avait voté un programme intégré des produits de base qui visait à stabiliser les marchés de 18 matières premières essentielles au tiers-monde. Donc il y avait tout le monde. Alors, moi je peux vous dire que j'ai passé pas mal de soirées à Genève et à Londres à discuter des accords sur le café, sur le cacao, sur le sucre, etc. Il n'y a eu qu'un accord qui a fonctionné, un peu, c'était l'accord sur le caoutchouc. Et avec un stock régulateur, donc quand les prix baissaient, le stock achetait, quand les prix montaient, le stock vendait. Et ils se sont rendus compte, et les producteurs ont sabordé l'accord en se rendant compte que ça finissait par coûter trop cher.
et qu'au fond, en utilisant les techniques de marché, ils arrivaient au même résultat. Sachant que l'instabilité, alors ce qu'il y a aussi, et ce dont les entreprises doivent prendre conscience, chers membres de la Chambre de commerce, c'est que nombre de gens ne sont pas conscients des risques qu'ils courent. Combien d'artisans ont fait des devis valables 6 mois avec des tuyaux de cuivre, avec des tuyaux en fonte, avec éventuellement des trucs où il y a des semi-conducteurs. Je ne vais pas parler des semi-conducteurs, mais ce sont aussi des commodités quelque part, en ne prenant pas en compte le risque que représente l'instabilité des prix. Et au fond, il se trouve qu'actuellement, je fais pas mal d'interventions devant des industriels qui découvrent du jour au lendemain, ah merde, les prix montent, et comment ça se fait? Et alors, sachant que plus on va vers l'aval des filières, plus, pour vous la jargonner en économiste, l'élasticité des prix à la hausse est plus forte qu'à la baisse. C'est-à-dire qu'on passe plus facilement des hausses de prix que des baisses. Il ne vous a pas échappé, j'arrêterai là-dessus, je pense que vous consommez tous du pain, vous achetez votre baguette, alors comme vous êtes tous des gens raffinés, peut-être achetez-vous des baguettes paysannes de tradition, tout ce que vous voudrez. La baguette de base, ça vaut 90 centimes. J'ai entendu un boulanger dire « Moi, je vais être obligé d'augmenter avec la hausse des prix du blé, je vais augmenter mon pain de 5 centimes. » C'est de l'escroquerie intégrale, puisque là, dans ma fonction de président de l'Observatoire, je peux vous dire que dans une baguette à 90 centimes, le prix du blé, c'est entre 5 et 8 centimes. Donc, l'augmentation dans le grand maximum, elle est de 2 centimes. Et comme 2 centimes, c'est une toute petite pièce. Bon, et lorsque la dernière fois qu'ils ont augmenté les prix, c'était 10 centimes, c'était en 2010. Là, effectivement, on a vu une flambée des prix. Ensuite, le prix est retombé. Mais curieusement, le prix de ma baguette n'a pas baissé. Donc, il faut vivre avec cette instabilité, mais cette instabilité au fil aussi des filières. Donc, pour répondre, j'ai dévié. Et pour répondre à votre question, je crois à la régulation, c'est-à-dire aux règles du jeu. Je ne crois plus à la stabilisation. Bonjour. Bonjour. L'incidence de la malédiction des matières premières avec la colonisation, dont on parle aujourd'hui comme étant la chose la plus terrible qui est faite de l'Occident. Ensuite, s'il y a tant d'instabilité politiquement, n'est-ce donc pas un régime totalitaire planifié qui est la solution? J'en avais une autre que j'ai oubliée, que j'ai surmontée. Comme quoi, cercle Bastien, on prend toutes les questions. Écoutez, je n'ai rien contre les dictatures éclairées. Le problème, c'est que de temps en temps, il y a des coupures de courant et la lumière s'éteint. Vous posez tout le problème. Et le problème est que dans les pays dotés de matières premières, il y a de l'argent, que l'argent corrompt. C'est tout. Comparez Algérie et Maroc. La chance du Maroc. Alors, si dans les pays qui ont bien géré leur rente, le Maroc a plutôt bien géré la rente des phosphates. Mais ça n'a pas la même place dans l'économie marocaine que le pétrole dans l'économie algérienne. Mais si l'oligarchie s'est maintenue au pouvoir en Algérie, c'est parce qu'il y avait la rente du pétrole dans laquelle ils pouvaient tripatouiller. C'est pas compliqué. Bon, là, alors j'entends bien, on rêve de temps en temps d'un dictateur éclairé. À la limite, le jeune Kadhafi, quand il arrive au pouvoir en Libye, il est un peu comme ça. Le problème, c'est que les vapeurs du pétrole, ça tourne les têtes aussi. Hein, bon. Donc, quant au marché dérivé, cher monsieur, c'est pas la stabilisation. Les marchés dérivés vous permettent aux opérateurs de gérer leur risque du prix. C'est tout. Non, un marché dérivé ne stabilise pas les prix. Au contraire, alors, il peut écrêter un petit peu à certains moments. La fonction d'un marché dérivé, c'est d'anticiper
Mais il anticipe aussi dans la nervosité. Aujourd'hui, le pétrole est monté hier à 75 $. Ça n'a pas de raison d'être. Simplement, finalement, sur un marché dérivé, le prix, c'est la somme des anticipations que se font tous les acteurs du marché de ce que sera demain le rapport entre l'offre et la demande. Ce n'est pas la vérité. C'est simplement, à un moment donné, qu'est-ce que j'anticipe de ce que sera demain le rapport offre-demande. L'instabilité est tout aussi grande d'ailleurs sur des marchés, comme on accuse beaucoup la financiarisation des marchés, c'est, disons, l'instabilité est tout aussi grande sur des marchés sur lesquels il n'y a pas de financiarisation. Le marché de bois de construction, ouais, d'accord, il y avait un marché interne, enfin ça n'avait pas, c'était avant tout du marché physique. J'ai 2 points. Le premier, un commentaire sur ce que vous disiez sur les banques. Oui. Je pense que les banques, leur métier, c'est de gérer leur commodity. Leur commodity, c'est le prêt. Et si le prêtent en marché montant dans le cycle avec des clients qui leur demandent, parce qu'ils ont de l'argent ou des anticipations fortes, de l'argent, leur commodity, ils le prêtent. C'est la même chose en cycle bas. Peut-être faudrait-il des investissements. C'est pas à eux d'anticiper les investissements, c'est à eux à prêter leur commodity vers le haut. Premier point. Deuxième point, une question en ce qui concerne la transition écologique pour les 10 prochaines années. Quelle est votre position sur le positionnement des différentes commodities? Bon, je donne aux banquiers acte, convenez avec moi que autrefois on parlait aussi de ce qu'on appelait les merchant bankers. Voilà. Et ben, un banquier doit être aussi capable. Alors effectivement, il doit gérer du risque. Le banquier de dépôt n'a pas à faire ce genre de choses. Dans la France du XXe siècle, nous avons eu aussi quand même des banques qui ont pris des risques parfois excessifs et sur des sujets qui n'étaient pas forcément les plus porteurs. Mais ça, c'est un autre débat. Sur la transition énergétique, bon, je sais que certains d'entre vous ne partageront pas mon opinion. Je pense quand même que le risque climatique est un risque majeur du XXIe siècle, que nous sommes confrontés, pour des raisons qui peuvent être en partie naturelles, mais qui sont largement aussi liées à l'addition de 2 siècles d'activités humaines sans véritable contrôle, que nous sommes confrontés à une augmentation des températures qui risque quand même d'avoir sur la fin du XXIe siècle des conséquences fondamentales sur la vie humaine. Donc que les objectifs qui sont ceux des accords de Paris sont des objectifs tout à fait valables. Je ne partage pas toujours les analyses du GIEC. Je leur reconnais simplement le mérite de nous alerter sur un problème qui est véritable. Il se trouve que je suis montagnard, je fais pratiquement tous les 2 ou 3 ans le Mont Perdu, pour ceux qui connaissent. Je peux vous dire que le glacier du Mont Perdu, il a quasiment disparu. Et que j'ai des photos d'il y a 30 ans, c'était quand même autre chose. À mon petit niveau, c'est mon degré de lecture d'un réchauffement climatique qui aura peut-être des conséquences positives, d'autres négatives, etc. Que nous devions modifier notre mix énergétique me paraît être relativement une évidence. La suppression du charbon est nécessaire, mais le véritable enjeu du charbon, il n'est pas chez nous, il est en Chine et en Inde, et c'est là
que se posent de vrais problèmes. Le gaz naturel est une énergie que j'aurais tendance à soutenir, car pour moi c'est la grande énergie de transition. Nous sommes aujourd'hui encore largement à l'âge du pétrole et du charbon. Nous rêvons pour nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants à la fin de ce siècle d'un âge d'énergie, si possible non carbonée et si possible renouvelable. Entre les deux, je pense que le gaz naturel est vraiment le chaînon dont nous avons besoin. Et c'est pour ça que je me suis souvent battu avec mon ami José Bové sur l'histoire des gaz de schiste. Il n'y en avait pas dans les Landes des gaz de schiste, mais il pouvait y en avoir ailleurs, et je pense que ça pouvait être une solution intéressante, étant donné sur le gaz notre dépendance européenne, notamment vis-à-vis de nos grands amis russes. Bon. Donc, au-delà, sur les énergies renouvelables, je ne crois pas à la première génération. Je pense que les éoliennes, c'est une catastrophe. Non seulement alors, sur Terre, ça commence à peu près à être rentable. Strictement économiquement, ça commence. Les éoliennes sur Terre, ça arrive à passer sur le plan sans subvention. Les éoliennes offshore, c'est pour moi une aberration à peu près totale. Le solaire, dans sa première génération, pose quand même d'énormes problèmes de dépendance vis-à-vis de la Chine sur les panneaux solaires et même ensuite de recyclage des 10 panneaux solaires, etc. Je crois par contre, vous voyez pas cette phrase d'Éluard qui disait « Il ne faut pas que vous regardiez hier avec les yeux d'aujourd'hui. Il ne faut surtout pas imaginer demain avec les technologies d'aujourd'hui. » Je suis persuadé que nous avons devant nous d'autres potentialités. Je crois beaucoup, par exemple, à la biomasse. L'utilisation et la production d'énergie à partir de déchets, que ceci soit ménager, soit agricole, soit forestier. Ce qui pose pour l'instant un énorme problème, qui est celui de la concentration en des unités économiques suffisamment viables. On me dit beaucoup de bien de l'hydrogène, peut-être, pourquoi pas, sauf que l'hydrogène posera d'autres problèmes en termes, par exemple, de ressources de certains métaux. Bon, mais les choses peuvent évoluer. Et je crois à la capacité du génie humain de faire évoluer. Je crois enfin que dans le cas français, nous avons une exception qui est celle du nucléaire. Et qu'il est totalement absurde de foutre en l'air le nucléaire en France. Je ne crois pas que le nucléaire soit gérable partout. Ça, c'est vrai. Je crois que le nucléaire est dangereux. Il réclame des systèmes politiques et technologiques d'une extraordinaire stabilité. Est-ce que vous vous souvenez que Sarkozy avait reçu l'ineffable Kadhafi on était sur le point, ça faisait hurler les gens, de lui vendre une centrale nucléaire. J'adore mes amis marocains, ils rêvent d'une centrale nucléaire, il ne faut surtout pas leur en filer. Les Coréens ont construit des centrales nucléaires dans le Golfe. Je suis désolé, je trouve que c'est dangereux. Donc là-dessus, je trouve que le nucléaire est réservé à un tout petit nombre de pays capables de le gérer. La France, de ce point de vue-là, a une chance énorme, puisque nous sommes largement décarbonés. C'est là où la position des Verts est totalement absurde. Mais enfin, on a finalement de la chance en France, enfin de la chance et de la malchance. Puis j'arrêterai là-dessus pour vous permettre d'aller manifester à Mont-de-Marsan pour ceux qui le voudraient. Nous avons la chance et la malchance d'avoir les Verts les plus cons de la planète. Je vous ai dit que José Bové était un ami personnel et José est assez d'accord avec ce que je raconte. Quand vous voyez, et il se trouve que M. Jadot est un de mes anciens élèves à Dauphine. Et alors lui, il est presque raisonnable, il serait presque vert à l'allemande. Mais pour satisfaire l'électorat des Verts, il faut être plutôt comme Madame Rousseau ou Madame Bateau. Ce qui est quand même, vous en conviendrez, relativement inquiétant. Alors, c'est une malchance, parce que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de Verts pragmatiques comme il y en a en Allemagne. C'est une chance, parce qu'ils sont tellement bornés, ils sont tellement sectaires,
qu'ils vont rester dans les très très basses eaux des élections importantes. Néanmoins, la cause écologique est une cause trop importante pour qu'on la laisse seulement au vert. Et je crois qu'il faut accepter quand même aussi que le plein d'hommes dans lequel va se trouver notre planète provoque, qu'on le veuille ou non, des déséquilibres dont l'homme est responsable. Et cela, il faut être capable de l'anticiper. Mon regret, c'est de voir que, bon, le diagnostic, il est fait un peu partout. On va faire à Glasgow, au mois de novembre, la COP dite 26. Ça veut dire que ça fait 25 ans qu'ils se sont réunis, que les États se sont réunis, et qu'on n'a pas vraiment progressé. Et de temps en temps, il faut qu'il y ait aussi quand même le bâton du marché. C'est pour ça que, quelque part, les 60 € la tonne de carbone, ce qui va quand même poser des problèmes à nombre d'activités industrielles en Europe, qui va probablement nous obliger à mettre en place une taxe carbone, parce qu'on ne peut pas... la même tonne de CO2 en Chine, elle vaut 3 ou 4 €. Donc la logique maintenant, c'est qu'on mette en place une taxe carbone, ce qui ne plairait pas à Bastia, qui était partisan du libre-échange le plus absolu. Il serait, à mon sens, je pense que ça va quand même plutôt, tout ceci, dans le bon sens. Ce que je sais, il se trouve, alors si ça peut vous amuser, je vais faire un tout petit peu de pub. Vous devriez trouver, alors il est épuisé maintenant, mais ça se trouve chez les bouquinistes ou sur Internet. Quand j'ai eu mon premier petit-fils, c'était il y a 12 ans, il est né en la maternité François Mitterrand, ça ne s'invente pas de peau. Et donc j'étais allé écrire un article pour Les Échos qui disait, ben voilà, Jules vient de naître, et j'essayais de raconter ce que Jules allait connaître pendant sa vie, puisqu'il avait une espérance de vie qui devrait lui permettre presque d'aller jusqu'à la fin du siècle et de connaître ce moment où la population du monde se stabiliserait, etc. Comme ça, tellement plus, j'en ai fait un petit bouquin que vous trouverez qui s'appelle Le siècle de Jules, et où j'imagine ce que pourrait être le 21e siècle que va traverser mon petit-fils, mais j'imagine vos petits-fils à vous pour la plupart. Eh bien, quelque part, c'est très difficile d'arriver à anticiper ce que sera ce 21e siècle. On a eu souvent, vous vous souvenez, quand on était jeune, enfin moi ça a été un de mes livres de chevet, c'était le rapport au Club de Rome, Halte à la croissance, publié en 1971. Halte à la croissance nous disait, à la fin de ce siècle, il n'y aura plus de ressources. À la fin du XXIe siècle, il y aura toujours des ressources. Il y aura toujours du pétrole, au fond des Landes, peut-être d'ailleurs encore, on ne l'aura pas exploité. Mon rêve, c'est que les hommes auront trouvé les moyens de ne plus l'utiliser, de trouver autre chose. Je ne sais pas si Jules aura une voiture, je ne sais pas comment il se déplacera, je ne sais pas ce qu'il fera. Le défi majeur restant, et au fond les matières premières c'est bien secondaire à ce moment-là, le défi majeur étant de permettre aux 10 milliards d'hommes que comptera le monde à ce moment-là, donc ça c'est vraiment un plein d'hommes, la population du monde vers la fin du XXIe siècle se stabilisera. Et ils seront, parce qu'aucun d'entre nous ne sera là à ce moment-là, même les plus jeunes, ils seront entre, alors la fourchette est 9-11 milliards, mettons 10 milliards d'hommes, ils seront 10 milliards d'hommes. Si nous rêvons de 10 milliards d'hommes relativement heureux, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a quand même 1 milliard d'hommes qui souffrent de pauvreté alimentaire, donc dont le bonheur n'est pas totalement absolu. Eh bien, c'est un défi énorme, et je suis persuadé que bien des technologies, bien des modes de vie s'en trouveront modifiés, y compris la manière dont nous gérons notre petite terre. Voilà. Merci. Merci, Jonathan.